Vous avez bien assimilé les principes fondamentaux des ouvertures, vous avez travaillé quelques finales élémentaires, des tableaux de maths, de la tactique, mais lorsque vous jouez vos propres parties, vous ne savez pas trop où aller, trop vous diriger, vous calculez un petit peu dans tous les sens en essayant de gagner la partie sur un coup tactique. Eh bien sachez qu'une bonne tactique est souvent préparée par une bonne stratégie. Donc pour conduire votre partie, vous devez avoir un plan. Pour trouver ce plan, vous devez avoir des idées stratégiques. Eh bien c'est justement l'idée du livre que je vais vous présenter aujourd'hui, La stratégie aux échecs pour les enfants de Thomas Engvist, dans lequel il vous présente 50 idées stratégiques indispensables pour trouver le bon plan. La stratégie aux échecs pour les enfants est sortie chez Olibris en 2018. Thomas Engvist est un maître international suédois. Il passe son temps à enseigner le secret des échecs aux enfants, donc c'est un très bon pédagogue. Et puis il a écrit plusieurs livres. Donc forcément, le livre est forcément adapté pour les enfants. Il utilise le tutoiement. Mais bon, quand on est joueur d'échecs, on est forcément des grands enfants. Donc on va dire que le livre s'adresse surtout à des amateurs avancés, des joueurs occasionnels et des joueurs de club. Dans son livre, il y a référencé 50, ce qu'il appelle techniques stratégiques, qui couvrent la plupart des thèmes stratégiques. Structure de pion, avant-poste, paire de fous, sacrifice positionnel, l'espace et j'en passe. Dans un premier temps, il vous explique comment travailler la stratégie, ensuite explication des 50 techniques stratégiques, et ensuite on finit avec 20 exercices stratégiques dans lesquels vous devez trouver quelle est la technique stratégique qu'il faut employer. Ensuite, il passe en revue quelques grands stratèges, il vous donne quelques pistes pour progresser. Nous, on va se retrouver sur l'échiquier et on va étudier une technique stratégique que l'on trouve dans son livre, qui est le principe des deux faiblesses. Alors, ce qu'on va voir ensemble comme technique stratégique s'appelle le principe des deux faiblesses. C'est la technique stratégique numéro 49. Ce qui est intéressant, c'est que Thomas, pour chaque technique stratégique, a donné une petite phrase, un petit dicton. Ici, par exemple, c'est « Quand l'adversaire a déjà une faiblesse, crée-en une autre ». Donc ça, c'est très important, le principe des deux faiblesses. Il est caractérisé souvent, par exemple, par la fourchette. On a une pièce non défendue, on a le droit un petit peu dans les courants d'air. Eh bien, si on fait un échec et qu'en plus on attaque cette pièce non défendue, la deuxième faiblesse, eh bien on va gagner la pièce non défendue. Donc la fourchette est une représentation vraiment très simple du principe des deux faiblesses. Mais la faiblesse doit être plutôt considérée de manière générale. Ça veut dire comme faiblesse, on peut avoir par exemple un pion qui peut faire dame, une tour qui peut rentrer sur la 7e, l'attaque d'un roi mal défendu. Ça, ce sont des faiblesses. Les faiblesses, le principe de des faiblesses, c'est encore plus fort quand on a un avantage d'espace. Parce que nous, celui qui a l'avantage d'espace va pouvoir manœuvrer pour attaquer les deux faiblesses, alors que l'autre, avec manque d'espace, il va avoir du mal à se coordonner pour défendre les deux faiblesses. Donc là, on va le voir directement sur l'échiquier à travers un premier exemple, et puis on ira d'exemples plus simples en exemples un petit peu plus compliqués. Donc ici à l'écran, on a une position de nul théorique, mais quand même les blancs menacent ici de faire promotion. Seulement, comme les noirs n'ont qu'une faiblesse à défendre, eh bien ils s'en sortent très bien ici. Si on essaye de faire A7 échec, le roi va dans le coin, et ensuite soit on s'écarte du pion et on l'a perdu et c'est matériel insuffisant, soit on va en A6 et c'est patte. Et si on tente par exemple au départ de revenir avec roi C6, roi A7 attaque du pion oblige les blancs à revenir sur B5, roi A8, roi B6, roi B8, prise d'opposition, mais c'est anecdotique ici, parce que la proximité du bord fait que on retombe sur la même variante que tout à l'heure, et on finit par un patte. Donc ici, une seule faiblesse, les blancs menaçaient de faire promotion, mais les noirs sont en capacité de défendre. On va voir ce qui se passe si on rajoute des pions supplémentaires sur l'échiquier. Donc si dans la position initiale, on rajoute une faiblesse supplémentaire, en mettant le pion H5 et le pion noir H6, la deuxième faiblesse pour les noirs, la première c'était il faut bien qu'ils stoppent la future dame, et de l'autre côté, ils ont le pion H6 non défendu, ils ne peuvent pas défendre les deux faiblesses malheureusement. Quand les blancs jouent roi C6, les noirs sont bien obligés d'empêcher la future dame, donc ils vont croquer le pion A6, roi D6, prise de la deuxième faiblesse, roi E7, et c'est trop tard, roi G7, et il n'y a plus rien qui empêche les blancs de faire ici une nouvelle dame. Donc ici, une seule faiblesse, les noirs pouvaient défendre, deux faiblesses, la position et la partie est perdue.
Donc ici on arrive à une position assez compliquée, mais je vous rappelle quand même qu'on est à la technique stratégique numéro 49 sur les 50. Ici les deux faiblesses sont caractérisées, d'une part par le pion de plus pour les blancs et qui menace en plus de faire dame éventuellement, pion passé éloigné, et puis également les alentours du roi noir qui sont un petit peu faibles. Donc le premier coup pas forcément évident, tour D2, avec la menace tour D8 et menace de faire mat sur H8. Si par exemple les noirs prennent le pion, et après tour D8, on menace mat sur H8, donc les noirs se donnent de l'air avec G5, et après dame H8, roi G6, le coup splendide, dame 5. Ici Thomas s'arrête, mais on peut regarder par exemple sur une variante juste illustrative, ici tour G8, roi H5, G4, roi H4, dame G3, mat. Sur les deux autres variantes, après tour des deux, s'ils refusent de prendre le pion et qu'ils veulent défendre la case d'introduction de la tour D8 ici, eh bien on vient faire tour B2, et tour B8 est très fort, parce qu'ici il menace de nouveau H8. Donc là vous pourrez vérifier par vous-même, mais ici dans cette position, les noirs soit ils arrivent dans une finale de dames avec un pion passé éloigné favorable pour les blancs, ou soit ils se retrouvent dans une finale de tour avec un pion A assez éloigné, donc stratégiquement gagnant pour les blancs dans cette position. Allez, on passe tout de suite à l'exemple suivant. Alors ici on a un exemple très proche du premier exemple. Ici la première faiblesse, eh bien c'est le pion de plus qui menace d'aller à dame dans 3 coups, donc bien stoppé par le roi et la tour noire, et de l'autre côté 3 pions qui sont seuls et pour le moment et qui vont être difficiles à défendre. Donc ici le premier coup, eh bien c'est roi D4. Si on a une prise directe du pion, voilà, c'est complètement cuit parce que ici on voit bien que le roi va taper le premier dans les pions. Après roi D4 sur roi B4, tour A1 on essaye de bien s'écarter, roi B3 et là roi C5, c'est même encore pire parce que ici on va pouvoir protéger le pion passé et puis en attaquant la tour on va pouvoir l'amener jusqu'à dame. Et l'autre possibilité c'est éventuellement de faire échec. Mais là, le roi blanc va se rapprocher tranquillement des pions de l'aile roi. Ici, on menace de pousser le pion. Donc les noirs sont bien obligés de stopper le pion en se mettant devant. Donc roi A6, roi G5, tour D6, je vous mets encore une variante illustrative, tour C2, on vient faire une attaque double, on lâche le pion pour faire ensuite une attaque double sur le pion F7, avec on va dire une espèce de prise en tenaille. Donc qui rétablissent l'équilibre matériel, mais ici tour C7, tour D5 échec, mais ici c'est impossible de défendre l'attaque du pion F7. Et en plus, le roi est très loin de l'action, donc ça c'est toujours un petit problème dans ce genre de position. Donc avantage pour les blancs ici. Donc première faiblesse, c'était le pion passé. D'un seul coup, on laisse le pion passer et on vient chercher et attaquer l'autre faiblesse pour arriver dans une position de finale gagnante. Donc le dernier exemple que Thomas a choisi pour illustrer le principe des deux faiblesses est tiré d'une partie entre Blow et Keres, une partie qui s'est jouée au tournoi de Zurich en 1959. La position que vous avez à l'écran, la première faiblesse, eh bien on le voit de suite, c'est le pion D3, ce qu'on appelle un pion arriéré. Les pions arriérés ne sont vraiment faibles que quand ils sont sur les colonnes semi-ouvertes, et c'est exactement le cas. En plus ici on a la présence du pion C5, E5 qui contrôle complètement D4, ce qu'on appelle l'étau de Maroxy. Donc les blancs aimeraient bien jouer D4, c'est ce qu'ils vont essayer de faire dans la position. Mais ici, bon, finalement, D3 est quand même bien protégé par les 3 pièces lourdes des blancs. Donc ici, Keres va justement appliquer le principe des deux faiblesses. Si vous avez une faiblesse, essayez d'en créer une autre. Et bien ici, il va jouer A5 avec l'idée A4. Et c'est soit je prends sur B3 ou alors les blancs prennent sur A4. Mais dans les deux cas, on aura rajouté les faiblesses. Par exemple avec le pion A4 et le pion A2, ou alors le pion B3. Si par exemple les blancs tentent D4 directement, et bien ici on va rentrer également dans des tactiques. Après C prend D4, E prend D4, cavalier prend D4, fou C5, on vient jouer sous le clouage de la dame. Vous pouvez vérifier par vous-même, et je vous montre une variante illustrative. Par exemple si on veut enlever le clouage et qu'on joue dame C3, et bien après fou prend D4, tour prend D4, C prend D4, tour prend D4, tour prend D4, et bien ici, on a gagné du matériel pour les noirs.
Donc s'ils veulent renforcer et pouvoir jouer D4, eh bien les blancs ont joué cavalier E2 dans cette position. Et ici, Guérès a joué A4. Et maintenant, on n'a pas trop le choix. Mais si par exemple on joue C4 ici en se disant bon c'est ok, ah non, c'est encore plus catastrophique parce que le cavalier va pouvoir bondir en B4 et on va pouvoir renforcer l'attaque de D3. Et en plus A2, donc ça c'est catastrophique. Et puis ici, si on joue B1 prend A4, ce qu'a joué Blo dans cette partie, le problème c'est qu'on voit bien maintenant la faiblesse. Le pion A2, le pion A4 et toujours le pion D3. Alors ici, Guérès a joué A8 et puis il a fini par gagner cette partie, mais il aurait pu gagner encore plus vite en prenant avec fou prend A2, C4, fou B3, on attaque les deux faiblesses, une tour qui est qui a une valeur supérieure à celle du fou, et puis le pion. Bon, les blancs défendent, mais ici après cavalier D4, on vient renforcer. Vous voyez, c'est une alternance d'attaque sur la première faiblesse, deuxième faiblesse, etc. Cavalier E1, pensant défendre D3, cependant ici, on a toutes les conditions réunies pour une tactique, vu que la tour n'est défendue que par la dame. Donc fou prend C4, et ici on aurait gagné du matériel, donc la position ensuite s'écroule. Donc voilà le principe des deux faiblesses, un principe stratégique qui est assez fréquent aux échecs, qui n'est pas forcément très connu, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, mais en tous les cas qui est fondamental pour pouvoir bien progresser aux échecs. Et bien en conclusion, le livre de Thomas, La stratégie aux échecs pour les enfants, est un très bon livre d'introduction à la stratégie. Je vous rappelle qu'il est plutôt conseillé pour les débutants avancés, joueurs occasionnels et les joueurs de club. Mais grâce aux 50 techniques stratégiques que vous trouvez dans ce livre, vous allez progresser dans ce domaine. Ensuite, pour approfondir, vous pouvez trouver d'autres livres sur la stratégie dans la collection Olibris, donc n'hésitez pas à consulter le catalogue. Sinon, jouez beaucoup de parties, analysez les parties, également analysez les parties de grands champions. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.